Merci, merci d'avoir tenu le chronomètre. Mes excuses pour l'intervention de jonction tout de suite, apparemment le micro avait muté. Alors, la place est au débat. Il y a un micro-baladeur. Levez bien la main, comme ça on voit bien Monsieur Humblet devant. Et il y a d'autres questions qui s'annoncent. Je suis embarrassé parce que je pose une question de méthode et en la posant, en réfléchissant à la poser, je me suis rendu compte que ça va plus loin que la méthode. Qu'est-ce qui m'a rendu curieux sur ce problème? C'est que j'ai testé, sans ambition spéciale et très modestement, un questionnaire d'identité dans 3 classes différentes, c'est rien du tout, de lycée et de collège du Brabant-Wallon, l'année terminale, l'année des 18 ans. Mais, avec logique, et je veux peut-être même dire avec respect du droit, pour y amener des gens de 18 ans, c'est à fortiori vrai pour les autres âges, qu'est-ce qui fait que c'est important? C'est qu'on nous vote. On vote en Wallonie à 5 niveaux. On vote à Bruxelles à 4 niveaux. Et sans pouvoir rien tirer de ça, sinon des éléments d'hypothèse, il est très clair que les pairs qui conduisent la réponse, le poids de l'Europe, il est influencé positivement ou négativement par le poids de la commune ou par le poids de la province. Parce que dans la réalité où nous sommes, si nous prenons la dimension des milieux de vie, mon Dieu, commune, ce n'est pas Chimay. Esneux, et je prends Esneux parce que c'est sur Esneux qu'est Outsiplou, ce n'est pas Liège ou Warren. Donc il me paraît qu'on fait un peu de l'induction, excusez-moi l'expression, mais en tout cas qu'on est quelque peu incomplet si on ne fait pas place au niveau qui de prime abord paraît secondaire, et ça ressort de mes chiffres relatifs, pas représentatifs du tout, mais on voit que les communes résistent. Alors, comme les communes n'apparaissent pas ici, on empêche, ça empêche peut-être de peser adéquatement le poids relatif des 3 niveaux mis en cause dans votre fort méritoire et intéressante enquête. Merci. Est-ce qu'on a des questions? On va peut-être demander aux chercheurs de l'Université de Liège leur réaction. Voilà, c'est une affirmation, c'est une prise de position que vous faites qui est tout à fait respectable. Moi, en tant que chercheur, tout ce que je peux dire, c'est qu'au début, on a aussi mesuré les sentiments d'appartenance à la commune, et on a mesuré les sentiments d'appartenance aux sous-régions, plus ou moins calqués sur les provinces, et que, bien entendu, que ça existe. Bien entendu, quand je dis on a des identités multiples et qu'Aurélie même développe un tout petit peu plus loin, il est évident qu'il n'y a pas que celles qu'on mesure, il y en a des tas d'autres. Alors ici, on fait un choix, et dans le contexte où on ne savait pas, où on mettait les pieds, je dirais, il y a 25 ans en la matière, on a commencé par mesurer aussi les sentiments d'appartenance communale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne prenait pas le pas sur les autres, et que, bon, évidemment, à un moment donné, on fait un choix de ce qui semble avoir le plus de sens, à la fois dans le débat public et en fonction des résultats tels qu'ils apparaissent.
Et en l'occurrence, bon ben voilà, au fil du temps, on a gardé les trois dimensions que j'ai présentées, mais ce n'était pas un choix qui excluait d'emblée d'autres dimensions plus basses. Simplement, au fil du temps, on a vu qu'on apprenait moins dans les résultats avec ça qu'avec ceux qu'on a conservés. Mais en la matière, on pourrait choisir n'importe quelle identité, n'importe quel élément d'identification. Oui, juste pour un petit complément d'information, évidemment, il faut bien voir quel est le modèle qui se dégage de nos données et qui a été confirmé par Aurélie dans son premier slide. C'est qu'il ne faut évidemment pas vouloir... D'abord, je préférais peut-être parler... C'est plus simple de parler d'identification que d'identité, parce que l'identité, ça véhicule des tas de choses. Ce serait plus simple de parler d'identification. Et ça évite évidemment de s'imaginer un modèle de l'identité qui serait rempli avec des couches différentes. C'est-à-dire que si on met une couche, il n'y a plus de place pour les autres. Alors que c'est exactement le contraire qui se passe. Donc, rajouter une question sur l'identification à la commune, probablement, il va se vérifier que plus on s'identifie à sa commune, mais plus on s'identifie à la Wallonie, et plus on s'identifie à la Belgique. Ça, c'est le premier point. Et je pense que c'était le cas lorsqu'on a pu tester la question. Alors le deuxième point qui est important, c'est que maintenant, si on voulait faire une désagrégation par commune, ça c'est impossible, évidemment. C'est impossible parce qu'il ne reste plus personne à compter dans chaque commune. Donc, par contre, ce qui peut être intéressant à un moment donné, et on l'a fait sur d'autres types de variables, notamment sur le capital, c'est une désagrégation par province. Parce que là, on voit des différences assez significatives, notamment entre les provinces du Sillon, Sambre-et-Meuse, et les provinces de l'Axe, Luxembourg, Brabant-Wallon. Enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui, quoi. Merci. D'autres questions? Je vois une question en haut, au milieu. Vous avez peut-être vous présenter à vous poser la question. Je voulais peut-être revenir sur l'étude statistique du sentiment européen, puisque vous avez présenté une série de chiffres, notamment ce décrochage important du sentiment européen par rapport aux autres. Mais je me demande dans quelle mesure on ne compare pas des choses complètement différentes, puisque en 1991, nous étions avec l'Europe des 12, dans un sentiment d'euro-enthousiasme très profond de chute du mur de Berlin. 2000, ce n'est plus du tout la même Europe, c'est une Europe sans frontières, c'est une Europe à 27, qui va devenir 27 en 2004-2007. Et donc finalement, je pense qu'on ne compare plus tout à fait la même chose. Autant on peut comparer la Wallonie et la Belgique fédérale qui date de 1993, autant cette Union européenne n'est peut-être plus tout à fait comparable. Et puis une deuxième explication, dans votre remontée, mais très très relative, de 0,3 au niveau du sentiment européen, j'aimerais poser la question aux chercheurs, dans quelle mesure cette petite remontée n'est peut-être pas due, mais je suis un euro-enthousiaste, dans quelle mesure l'idée que la dimension européenne n'est pas redevenue un élément important dans le chef des gens, se dire, je m'explique, c'est peut-être à l'échelon européen qu'on pourra peut-être faire quelque chose. Voilà, je voudrais avoir votre réaction à ce sentiment. Je vais peut-être me permettre de prolonger votre question, si vous m'y autorisez, en vous demandant si vous avez pu coller une ligne du temps avec quelques grands événements de l'actualité européenne, comme notamment les référendums sur Maastricht, sur le traité de Lisbonne, et le fait que ces éléments-là ont mis l'Europe en débat, et est-ce que ça peut avoir une influence sur le sentiment d'appartenance, de fierté. Alors un petit mot sur le fait que l'idée d'Europe sur le fait que l'objet Europe a complètement changé, c'est tout à fait vrai. Mais nous, on ne peut pas poser des questions, évidemment. Est-ce que vous vous sentez appartenir à l'Europe des 12, à l'Europe des 9, à l'Europe des 6? Donc on est bien contraint par le fait que la réalité évolue. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à penser que l'évolution de la réalité est probablement une explication aussi au fait que ce sentiment lui-même évolue, que ce n'était pas le même type de sentiment à l'égard de l'Europe des 6 ou des 9 qu'à l'égard de l'Europe des 27 maintenant, c'est ça? On est bien 27, 28, bientôt 28. Ça, donc ça je pense que c'est tout à fait vrai, mais qu'en même temps, il n'y a aucune façon
mesurer ça très concrètement, ça va faire des machins hyper compliqués, donc je ne vois pas très bien comment on pourrait les faire. Je pense aussi qu'il faut partir d'un contexte historique, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sur le graphique, mais qui étaient que le sentiment européen initialement était plutôt typique des jeunes. Donc quand on dit typique des jeunes, ce n'était pas le premier sentiment chez les jeunes, mais c'était clairement celui... si, c'était même le premier sentiment chez les jeunes au tout début. Et il y avait une évidence... Il y avait aussi une dimension qui n'a pas été précisée ici, mais qui est quand même importante. C'était non seulement les jeunes, c'était les plus éduqués. C'est-à-dire qu'il y a une Europe qui s'est construite autour des programmes d'échange d'étudiants, etc. Et la massification de l'éducation supérieure a donné à un moment donné un certain poids à ces personnes-là. Et je pense que ça va dans le... Je crois que si on devait en tirer une conclusion hypothétique, ce serait de dire que sans la massification de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire un enseignement supérieur constant, il est probable que le sentiment européen aurait diminué encore davantage. Mais ça, on ne peut pas le vérifier. Alors sur la question, est-ce qu'on a testé des moments d'inflexion aussi clairs que pour la Belgique? On ne l'a pas fait de manière systématique, d'autant que le sentiment européen a parfois fonctionné de manière un peu erratique. Maintenant, je voudrais tout de même attirer l'attention sur quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment clair dans les graphiques. Ce ne sont pas non plus des transformations massives, ce sont des changements d'ampleur qu'il faut bien rapporter au fait qu'il y a un fond de constance et un fond de hiérarchie relativement globale des sentiments d'appartenance. C'est pas comme si on passait de 30 à 60% ou des choses comme ça, c'est quand même des choses plus limitées. Alors je pense que l'intérêt évidemment du projet de baromètre social sur des choses comme ça, c'est de construire des séries temporelles. Nous on a une série temporelle un peu ric-rac, parce qu'on dit qu'on fait 25 ans d'enquête, c'est vrai, mais on a fait 25 ans d'enquête avec des commanditaires différents, dans des contextes différents, avec des objectifs différents, etc. Et on s'est toujours battu pour conserver un module d'identité. Par contre, sur le reste, ça a été parfois fort fluctuant. Je pense que si on pouvait construire un outil récurrent dans toutes ces dimensions, on commencerait à avoir des réponses beaucoup plus solides à ce genre de questions. Et il faudrait aussi le coupler avec la comparaison avec ce qui se fait, par exemple, dans les enquêtes internationales, comme les enquêtes EVS dont on a parlé ce matin, ou les enquêtes ESS, etc. À ce moment-là, on aurait des choses un peu plus solides pour voir comment évolue le sentiment européen. Ce que je voudrais ajouter par rapport à la question complémentaire sur les séries temporelles et les événements, c'est qu'on fait une enquête tous les 5 ou 6 ans, il y a une série d'événements qui se passent entre les deux, on observe une variation, et c'est de nature spéculative le lien qu'on fait entre l'évolution qu'on observe et l'attribution, tiens, ça devrait s'expliquer de telle ou telle manière. Alors, le type d'outil même, enquête quantitative comme ceci, ne permet pas facilement d'avoir la réponse à cette question directement. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, et au prix de coloniser la moitié du questionnaire, je peux tester une série d'hypothèses autour de ça. Mais les hypothèses, il va falloir que je les construise moi-même. Donc je vais dire, voilà, est-ce que je vais demander aux personnes si tel événement est pour elles significatif, quel sens, comment elles le perçoivent, etc. Et puis éventuellement, je vais voir, tiens, est-ce qu'il y a un lien entre l'avis qu'on donne là-bas et l'évolution sur l'identité, le positionnement sur les identités. Je ne peux le faire qu'avec une série d'hypothèses. Vous voyez tout de suite que si, ici, je vous distribue à vous tous un bout de papier où je vous demande d'écrire qu'est-ce que vous voudriez qu'on teste comme événement dont on mesurerait l'impact, on est déjà mort au niveau de construction du questionnaire. Donc, là, on ne pourra jamais qu'attribuer la variation à ce qu'on retient comme étant significatif. Là où je pense quand même qu'il faut aussi se poser la question de la nature même, de l'intensité du lien, c'est précisément à se dire, tiens, la relative stabilité qu'on voit en 2007 et
12, alors qu'il y a eu tant d'événements qu'on peut quand même considérer comme importants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des événements de sens opposés qui se neutralisent respectivement, ou bien est-ce que c'est le signe que le lien est moins immédiat, moins direct entre ces événements-là et la mesure en termes d'identité? Moi, pour le moment, je ne peux que constater sur base des dernières que je n'ai pas eu de modification significative entre 2007 et 2013. Et voilà, on attend la suite. Oui, question dans la salle? Oui, Laurent. Merci Laurent. Voilà, j'aurais une question à Aurélie. Merci de l'aider là. J'ai trouvé fort intéressant le fait d'essayer de tester des mécanismes par lesquels il y a un lien entre identité et attitude face à l'immigration. Mais je suis un peu restée sur ma faim quant à pourquoi est-ce que ce sont des attitudes différentes par lesquelles se passe le lien entre les identités wallonnes, belges et européennes face à l'immigration. Comment est-ce que vous expliquez que ça ne passe pas nécessairement par les mêmes mécanismes, alors qu'il y a par exemple une forte relation entre identité belge et identité wallonne? Si j'ai bien compris et bien suivi votre présentation. Ok, donc si je comprends bien votre question, elle est de savoir pourquoi est-ce que les différentes identifications influencent des variables centrales de mon modèle de manière différente. Ça passe par des attitudes différentes, oui, par des mécanismes différents. Si on considère que donc ce que j'appelle représentation dans un sens très large du terme, si j'ai placé ceci en position centrale de mon modèle, c'est parce que je les ai considérés a priori, et j'insiste sur a priori, comme des constructions sociales qui étaient pertinentes au sein des groupes. Et par exemple, on a vu que le cas de matérialisme, post-matérialisme, visiblement, en tout cas, on ne pouvait pas trouver d'influence par le groupe. Et donc, pour moi, si ça a des effets potentiellement différents, c'est parce que les différentes représentations sont vécues au sein de groupes, mais au sein de différents groupes auxquels j'appartiens. Je ne suis pas sûre d'être claire. Vous voulez préciser votre question ou demander d'améliorer ma réponse? Non, c'est comme vous voulez. Je trouve intéressant le fait que plutôt que de simplement mettre en relation directe une identité avec, je veux dire, une attitude face à l'immigration, par exemple, que vous avez essayé de développer ce que j'appelle des mécanismes de variables intermédiaires, en quelque sorte. Maintenant, ma question est, pourquoi est-ce que, si j'ai bien retenu, bien compris votre présentation, je peux me tromper aussi, comment se fait-il, comment est-ce que vous expliquez le fait que quand on a observé partout dans l'exposé précédent, on l'a montré aussi, il y a une forte relation entre identité wallonne et identité belge, mais ça ne passe pas nécessairement par le même mécanisme par rapport à l'attitude face à l'immigration. Donc ma question c'est pourquoi ça ne... Est-ce que vous avez une explication pour expliquer le fait que ça ne passe pas forcément par le même mécanisme? Oui. Ce que je pense, c'est que en appartenant à plusieurs groupes, on est comment dire, familiarisé avec un ensemble de disons, constructions sociales véhiculées au sein des groupes. Et que ainsi, si par exemple, prenons une représentation qu'on peut avoir dans un groupe, je ne sais pas, parlons de la vision du commerce en tant que représentation. Par exemple, si je pense en tant que wallonne au commerce, je ne me représenterai pas la même chose que si je pense au commerce à un niveau européen. Et je pense que j'essaie de trouver un exemple concret pour être plus clair, et je pense que différentes identités peuvent renvoyer à différentes représentations d'une même chose. Ok, merci. Merci Aurélie.
La parole est toujours à vous. Ah, pardon, c'est Sébastien Brunet qui se cachait derrière la table. Premier rang. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je pense que ça, en tout cas, ça nourrit la réflexion justement sur cette notion de complémentarité des identités, fondamentalement. Il reste une question à laquelle je pense on cherche peut-être une réponse. C'est finalement cette chute en 1997. On voit que là, pour l'ensemble, en quelque sorte, on a un effondrement, en quelque sorte. Un effondrement dans le sens où je suis d'accord avec Marc. On est face à des temporalités très longues, des phénomènes extrêmement lourds à changer. Et donc, quelques points de pourcentage, c'est fondamentalement quelque chose de significatif dans ce sens-ci. Alors, j'imagine qu'il y a sans doute des hypothèses, au-delà d'une hypothèse qui serait une hypothèse conjoncturelle, etc. Sans doute peut-être des méthodologies qui auraient été utilisées différemment. Quelles sont finalement les explications premières qu'on pourrait donner à cette observation? En fait, si on a bien vu le schéma, jusque 2003, c'est assez cohérent. C'est-à-dire qu'on peut suggérer des hypothèses conjoncturelles, bon, hypothétiques, hein, mais par exemple, pour nous, quand on a vu le creux de 1997, on sortait de l'affaire du trou, on sortait aussi de toute une série de fermetures d'entreprises, etc. On sortait vraiment d'un ça va. On sortait d'un moment de déprime. Bon, un moment de déprime aussi qui a d'ailleurs débouché sur une crise politique d'envergure, un changement des représentations, des alliances, une alliance très particulière entre 1999 et 2003, qui expliquait aussi logiquement la remontée de 2003, avec aussi la position particulière de la Belgique dans sa défense de la loi de compétence universelle. Il y avait des hypothèses plausibles. Hein. Ce qui est problématique, c'est plutôt qu'après, il se passe des choses majeures. Et par exemple, je vais prendre un exemple qui me paraît compliqué à expliquer, mais on peut continuer à creuser. C'est que je pense par exemple que le fait de se sentir beaucoup plus différent des Flamands dans l'enquête de 2013 correspond à une intuition personnelle de la crise de 2010. C'est que dans la crise, au moment de la crise de 2010, pour la première fois, la majorité en Belgique francophone, donc la majorité des Wallons et des Bruxellois, considère que le débat communautaire n'est pas une querelle de politiciens. Qu'il y a en Flandre des politiciens flamands qui défendent le point de vue flamand et qu'il y a en Belgique francophone des politiciens francophones qui défendent le point de vue francophone. Et ça, c'est très cohérent avec la brusque montée du sentiment de différence avec les Flamands. Ce n'est plus, après tout, nous sommes tous belges, ce sont les politiciens qui font des querelles, c'est vraiment une prise de conscience. Par contre, il n'y a pas d'impact sur le sentiment d'appartenance à la Belgique, le sentiment d'appartenance à la Wallonie. Et donc là, c'est plutôt l'absence d'évolution qui est problématique. Et donc jusque 2003, ça collait très bien. Et donc maintenant, on est en train et c'est pour ça que je plaide pour la pérennité, évidemment, pour la pérennisation, c'est parce qu'il faudra des séries temporelles plus longues pour voir si on s'est trompé, qu'il n'y a pas vraiment d'incidence de la conjoncture majeure sur un fond de sentiment d'appartenance, ou bien si on voit revenir à un moment donné des évolutions clairement. Voilà. Donc pour 97 et 2003, on a des explications. C'est après, lorsque ça ne bouge plus, qu'on est plus accueilli. Merci Marc. Encore une question. Mais justement, moi je m'attendais sincèrement d'avoir par rapport au sentiment d'appartenance européen,
un effondrement, quelque chose qui nous montre que finalement cette Europe ne fonctionne pas, cette Europe qui s'élargit, on ne sait même plus s'ils sont 27 ou 28, cette complexité institutionnelle, cette crise au niveau de la gestion du système financier économique international qui a dérivé. Voilà, et on s'attendait, et c'est vraiment cette absence-là d'indicateurs au niveau des derniers résultats qui est assez interpellant. Alors l'explication, ça pourrait se dire aussi finalement, en période de crise, on a plutôt tendance à resserrer les rangs et de repartir sur une position, je regarde mon terroir, je regarde ma région, je regarde mon État, et finalement l'Europe c'est quelque chose qui peut aussi être une barrière au bout du compte, même si peut-être elle n'agit pas. Alors, on ne peut pas faire non plus des hypothèses qui ne seraient pas... Mais ici, je pense qu'effectivement, il y a quand même quelque chose à aller creuser en termes de régime explicatif, de cette absence en tout cas de mouvement. Puisqu'on sent qu'à partir de 2008, avec la crise économique, la crise financière, on sent là quelque chose de grave qui est en train de se dérouler. On le voit tous, on le vit tous dans les institutions respectives. Voilà, on y est. Mais on n'y est pas depuis 2 mois, hein, on y est depuis maintenant quelques années. Donc on pourrait se dire que cette intégration-là de la crise que l'on connaît aujourd'hui aurait pu être à un moment donné indiquée quelque part. Alors quand on reprend non plus le sentiment d'appartenance, mais quand on prend la confiance, on peut se dire, ok, la confiance, là on pourrait essayer de vérifier par rapport à certaines institutions, et là on voit que la justice finalement remonte, la police aussi, et donc je reviens un peu à ce que tu disais, Pierre Bréchon, ce matin, sur ces éléments qui garantissent au citoyen de cet ordre public, qui lui donnent des moyens de se développer, de participer à son bien-être, à son développement personnel. Tout le système de sécurité sociale est à providence. Donc voilà, c'est juste pour donner un coup supplémentaire sur le coup, en disant que là, il y a sans doute des hypothèses de recherche à notre souhait. Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que l'absence de variations significatives entre 2007 et 2013, ce qui nous pose problème par rapport à ce qu'on commençait à construire comme perception de ce qu'il y avait derrière la mesure de l'identité de cette manière-là. Et par exemple, voilà, ces 2 vagues-là ont été méthodologiquement faites très rigoureusement de la même manière et par le même institut de sondage à l'occurrence, c'est le hasard des marchés. Et donc, en l'occurrence, c'est là qu'on est surpris et c'est là qu'on a précisément la plus grande homogénéité en matière d'échantillonnage. C'est vrai que la plupart, il y a eu une de ces enquêtes qui s'est faite sur un plus gros échantillon mais téléphonique, c'est la 2003. Mais la 2003, elle ne sort pas particulièrement du lot, enfin en tout cas on reste dans ce qu'on peut expliquer comme variation avec les hypothèses qu'on a en tête, donc on n'a pas l'impression qu'on a une rupture de série à ce moment-là. Donc voilà, effectivement, l'impact, je dis, ou bien il s'est passé plusieurs choses en même temps qui s'annulent, hein, qui se compensent, c'est une hypothèse qu'on ne pourra vérifier que par la suite, hein, ou alors le lien est beaucoup plus large qu'on l'imaginait, puisque quand tu vois par exemple la mesure de la différence par rapport à un Français, il n'y a pas en soi une explication conjoncturelle qui ferait dire qu'on aurait activé des choses si majeures ici. C'est vraiment ça que cette enquête elle a été faite à l'automne de l'année dernière. Donc je veux dire même, il y a toute une série d'événements qu'on va retirer des hypothèses explicatives simplement parce que ça s'est passé après l'enquête proprement dite. Donc il y a cette idée d'une sorte de repli, ou en tout cas d'activation de quelque chose, plus le nous un peu plus restreint, on le voit sur la distance par rapport aux Français comme par rapport aux Flamands, mais on le voit moins, ou presque pas, sur les 3 dimensions de l'identité. Question ouverte. Question ouverte en effet. Oui, Anouk. De l'Observatoire wallon de la santé. Je ne sais pas si vous avez des informations sur les sentiments d'appartenance et sur les identités régionales, nationales, européennes dans d'autres régions et pays d'Europe.
parce que j'ai rencontré un Français qui me disait mais c'est bizarre, en Belgique vous n'avez pas réussi à apaiser les revendications régionalistes, et ce Français avait l'air de dire qu'en France, en Irlande, donc je pense au Pays Basque, à l'Irlande du Nord, etc., ils avaient réussi à apaiser les revendications régionalistes au profit d'une identité nationale. Est-ce que vous avez de l'info là-dessus, et en comparaison avec les sentiments exacerbés régionalistes en Belgique? Oui, là je voudrais quand même un tout petit peu rectifier, apaiser. Les Français ont écrasé les identités régionales. C'est quand même tout à fait autre chose. Je ne suis pas du tout sûr qu'il y soit tout à fait parvenu, parce que ça ressurgit périodiquement et de manière sporadique. Et je pense que ce qui fait le cas particulier de la Belgique, c'est qu'effectivement, aucune des communautés n'avait la possibilité d'écraser l'autre. Je pense que si les francophones avaient été à 85% en 1830, on ne parlerait plus flamand. En Belgique, il faut être réaliste et lucide sur ce que les gens font dans l'histoire, et qu'on a tout simplement un rapport de force qui fait qu'aucune des deux communautés n'est en mesure d'ignorer l'autre. Je pense qu'il y aurait... il manque pas mal de bouquins. Il ne manque pas de bouquins d'histoire pour montrer comment les Français ont détruit les langues régionales, ont contraint les petits Bretons, les petits Languedociens, etc., à apprendre le français, l'Île-de-France, etc. C'est un processus qui remonte très loin, qui remonte à Louis XIV, et qui s'est évidemment poursuivi avec la Révolution. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête. Il n'y a pas de rapport de force pour faire ça en Belgique, c'est peut-être ce qui fait notre spécificité. Alors par rapport à ça, ça m'intéresserait effectivement, je ne sais pas s'il existe des enquêtes françaises sur les sentiments régionalistes, et s'il y en a, ce serait effectivement intéressant. Mais ce qui est aussi le plus probable, c'est que les sentiments régionalistes français après le passage à la moulinette soient probablement apaisés, comme vous l'avez dit, mais bon, au sens de requiescat in pace. Et donc, il faudrait mesurer ça, et alors, c'est là aussi que je pense que c'est à la fois les limites et l'intérêt de la démarche qu'on a, c'est qu'on n'est pas du tout dans une démarche d'historien, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche qui constate à un moment donné le résultat de toute une série d'événements, et là on a besoin des historiens pour nous proposer des suggestions d'interprétation. Autant je ne crois pas aux théories d'identité qui seraient le fruit de la seule démarche historique, autant une fois qu'on a des éléments empiriques, les alimenter par une réflexion historique, ça c'est tout à fait fondamental. Et il y en a qui le font, je pense que les différents groupes de chercheurs qui sont exprimés ce matin pourraient donner des références, il y en a qui font ça, et ça ce serait vraiment intéressant de faire la connexion. Je partage votre curiosité de ne pas pouvoir facilement comparer les résultats qu'on mesure ici en Wallonie avec d'autres régions, d'autres pays. Il n'est pas du tout dit que la logique de la complémentarité soit à l'œuvre ailleurs qu'en Wallonie, en tout cas pas partout d'office, même si elle est très massive sur les mesures ici en Wallonie. Et bon, voilà, j'ai une ouverture pour proposer qu'un module d'identité soit dans l'enquête sociale européenne, mais pas la prochaine fois que la suivante. Il faudra encore longtemps avant de les avoir, mais en tout cas, voilà, je vais avancer ce pion-là. J'ai une oreille attentive à cette proposition, donc peut-être rendez-vous ici dans 4 ans, quelque chose comme ça, le temps que ce soit fait et disponible pour avoir un élément de réponse. Sur cette question par rapport à la France spécifiquement, je crois absolument pas qu'on puisse affirmer qu'en Belgique, disons que le conflit communautaire n'aurait pas été réglé alors qu'en France il l'aurait été. Comme on le disait, il y a déjà une différence de proportion qui fait que si on peut, disons, négliger à un niveau politique les questions des identités plus locales en France, on ne peut pas le faire en Belgique parce que
on est dans des groupes qui sont beaucoup plus importants, mais je pense que par ailleurs, c'est un phénomène qui est actuellement très présent dans toute l'Europe. Si on pense à l'Espagne, si on pense à la France, on pense à l'Irlande, il y a des revendications, à l'Écosse, il y a des revendications identitaires dans énormément de pays actuellement et des mobilisations par rapport à des entités plus locales. Je pense que effectivement la spécificité de la Belgique dans ce contexte, c'est que on n'est pas loin d'être à 50-50, donc aucun groupe ne peut prendre le dessus sur l'autre, et donc la Belgique, je pense, sera toujours nourrie par un débat entre flamands et francophones. D'une certaine manière, c'est un peu son fondement, je crois. Sur les 50-50, je suis un peu optimiste. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, si ce n'est le cas, je vous invite tous à la pause café qui a lieu à l'endroit habituel. Et je vous invite à nous retrouver ici à 16h15 précise pour la dernière session de cet après-midi.